Bonjour les enfants. Allez, c'est parti pour la suite de Sacrée Sorcière, épisode 4. Alors, je vous rappelle que pour la lecture, ça serait bien de vous installer comme en classe, c'est-à-dire avec un coloriage, des jolis feutres ou des jolis crayons, d'être bien concentré sur cette lecture, tranquillement installé, sans que personne ne puisse vous déranger. Voilà, je vais juste refaire un tout petit retour sur le passage sur lequel on s'était arrêté. Donc notre héros et sa grand-mère sont revenus en Angleterre. Ce héros donc a repris sa vie en Angleterre avec sa grand-mère. Il a repris l'école et il a entrepris avec un de ses copains de construire une cabane dans son jardin. Voilà, donc on s'était arrêté à cet épisode de la construction de la cabane dans le jardin. Au fond du jardin, il y avait un énorme marronnier. Timmy, mon meilleur ami et moi, nous avions commencé à construire une magnifique cabane dans les branches. Nous ne travaillions que les week-ends, mais tout avançait à merveille. D'abord, nous avions fabriqué le plancher. Excusez-moi les enfants, j'ai perdu le fil de ma lecture. D'abord, nous avions fabriqué le plancher en clouant de larges planches sur 2 branches. En un mois, le plancher était terminé. Puis nous avions construit une balustrade en bois et il ne nous restait plus qu'à faire le toit. C'était le plus difficile. Un samedi après-midi, alors que mon ami Timmy avait la grippe, je décidai d'attaquer le toit, moi tout seul. J'adorais être dans le marronnier, entouré de feuillage, comme si je me trouvais dans une grotte verte. La hauteur ajoutait du piquant. Grand-mère m'avait averti que je risquais de tomber et de me casser la jambe. Quand je jetai un coup d'œil en bas, un frisson de vertige me parcourait l'échine. Je clouai la première planche du toit lorsque soudain, du coin de l'œil, j'aperçus une femme dans le jardin. Elle me souriait de façon bizarre. Quand les gens sourient, leurs lèvres s'étirent de chaque côté. Mais les lèvres de cette femme s'étiraient en hauteur, découvrant ses dents de devant et des gencives rouges comme de la viande crue. C'est toujours agaçant de se rendre compte qu'on est observé lorsqu'on se croit seul. Et puis que fabriquait cette inconnue dans notre jardin ? Je remarquai qu'elle portait un petit chapeau noir et que ses gants noirs lui remontaient jusqu'au coude. Des gants ! Elle portait des gants. Mon sang se glaça. Je t'apporte un cadeau, dit l'étrange inconnue en me souriant toujours. Je ne dis rien. Descends de cet arbre, petit garçon, continua-t-elle, et je te donnerai un cadeau extraordinaire. Elle avait une voix de crécelle, comme si sa gorge était tapissée de punaises. Toujours souriant affreusement, la femme introduisit lentement sa main gantée dans son sac et en sortit un petit serpent vert et scintillant qu'elle tendit dans ma direction. « Il est apprivoisé, tu sais, dit-elle. Le serpent s'enroula autour de son bras. « Si tu descends, je te le donne, poursuivit-elle. « Au secours, grand-mère, pensai-je. Pris de panique, je laissai tomber le marteau et grimpai dans le marronnier comme un singe. Arrivé au sommet, je grelottais de peur. Je ne voyais plus la femme. Le feuillage me cachait d'elle. Je restai perché là-haut, immobile, pendant des heures, jusqu'à la tombée de la nuit. Enfin, j'entendis grand-mère m'appeler. « J'arrive, j'arrive » hurlai-je. « Viens tout de suite » cria-t-elle, « il est déjà 9 heures. »« Grand-mère, grand-mère, est-ce que la femme est partie ?»« Quelle femme » répliqua grand-mère. « La femme aux gants noirs !» Il y eut un grand silence. Grand-mère n'arrivait plus à parler, comme si elle avait reçu un choc. « Grand-mère, où es-tu » hurlai-je affolée. « Elle est partie, la femme aux gants noirs ?» « Oui, cette femme est partie, répondit enfin grand-mère. Je suis là et je te protège, tu peux descendre. » Je descendis de mon arbre en tremblant. Grand-mère me prit dans ses bras. « J'ai vu une sorcière, lui dis-je. »« Entre, fit-elle. Tu seras en sécurité avec moi à la maison. » Elle me prépara un bon chocolat chaud et bien sucré. « Raconte-moi tout, dit-elle. »
À la fin de mon histoire, grand-mère frissonnait. Sa figure était couleur de cendre, et je la vis jeter un coup d'œil sur sa main sans pouce. Tu sais ce que cela signifie, dit-elle. Il y a une sorcière dans notre quartier. Désormais, je t'accompagnerai à l'école, c'est plus sûr. Crois-tu qu'elle m'en veuille spécialement, demandai-je. Non, je ne crois pas, répondit grand-mère. Après cette mésaventure, je devins un garçon très méfiant. Si je me promenais seul dans la rue et qu'une femme portant des gants s'approchait de moi, je changeais aussitôt de trottoir. Et comme il fit très froid durant tout le mois, presque tout le monde portait des gants. Fort curieusement, je ne revis plus jamais la femme aux gants noirs et au serpent vert. Ce fut ma première sorcière, mais pas ma dernière. Après les vacances de Pâques, le dernier trimestre commença. Grand-mère et moi, nous avions décidé de passer les grandes vacances en Norvège. Nous en parlions tous les jours. Grand-mère avait loué 2 cabines sur le premier bateau partant pour Oslo. Puis d'Oslo, elle m'emmènerait sur la côte sud, près d'Arendal. Elle connaissait très bien le coin car elle y avait passé ses vacances dans son enfance, 80 ans auparavant. Mon frère et moi, nous passions toute la journée en canoë. Nous explorions les nombreuses petites îles inhabitées d'un fjord. Nous plongions du haut des rochers de granit. Parfois, nous jetions l'ancre et nous pêchions morues et merlans. Si la pêche était bonne, nous allumions un feu sur une île et nous faisions griller le poisson à la poêle. Le meilleur poisson du monde, mon petit, c'est la morue fraîche. Vous pêchiez avec quel appât, grand-mère? Des moules, bien sûr. Les Norvégiens utilisent des moules comme appât. Si nous ne pêchions aucun poisson, nous faisions cuire les moules et nous les mangions. C'était bon, dit? Ah oui, excellent. Les moules étaient tendres et salés car nous les faisions cuire dans l'eau de mer. Et que faisiez-vous d'autre, grand-mère? Souvent, nous faisions des signes aux bateaux de pêche. Les pêcheurs s'arrêtaient et nous donnaient une poignée de crevettes. Les crevettes étaient encore chaudes car elles venaient d'être cuites. Nous les décortiquions et nous les mangions goulûment assis dans le canoë. La tête était le meilleur morceau. La tête? Oui, on aspire l'intérieur de la tête, c'est délicieux, tu sais. Toi et moi, nous ferons tout cela cet été, mon petit. Comme il me tarde de partir avec toi, grand-mère. Et moi donc? Il ne restait plus que 3 semaines d'école lorsqu'un événement épouvantable arriva. Grand-mère attrapa une vilaine pneumonie. Elle était très malade. Une infirmière vint habiter la maison pour la soigner et le médecin m'avait interdit la chambre de grand-mère. De nos jours, m'expliqua le médecin, la pneumonie n'est pas une maladie mortelle, tu sais, grâce à la pénicilline. Mais pour quelqu'un qui a plus de 80 ans comme ta grand-mère, cela peut être dangereux. Je n'ose pas la faire transporter à l'hôpital dans son état, tu sais. Aussi qu'elle garde bien le lit. Je demeurai sur le seuil de la porte, tandis que grand-mère était reliée à des ballons d'oxygène et à d'autres appareils effrayants. Je peux la voir, demandai-je. Non, mon petit, répondit l'infirmière, pas pour le moment. Madame Spring, une femme grassouillette et joviale qui venait faire le ménage tous les jours, s'installa chez nous. Elle s'occupait de moi et me préparait les repas. Je l'aimais beaucoup, mais elle racontait les histoires moins bien que grand-mère. 10 jours plus tard, un soir, le médecin descendit l'escalier et m'annonça. Tu peux entrer dans sa chambre et lui parler quelques minutes, elle te réclame. Je grimpai les marches 4 à 4, me précipitai dans la chambre de grand-mère et me jetai dans ses bras. Oh là, s'écria l'infirmière, doucement avec la malade quand même. Le pire est passé, répondit-elle. Je serai bientôt sur pied, mon petit. C'est vrai? Demandai-je à l'infirmière. Oui, répondit l'infirmière en souriant. Elle m'a dit qu'il lui fallait absolument aller mieux pour s'occuper de toi. J'embrassai encore grand-mère. On m'a interdit de fumer le cigare, dit-elle. Mais attends un peu qu'il soit parti. Ta grand-mère est une force de la nature, dit l'infirmière. Elle sera debout dans une semaine. L'infirmière avait raison. Au bout d'une semaine, grand-mère marchait dans la maison avec sa canne et elle se disputait déjà avec madame Spring au sujet de la cuisine. Je vous remercie de votre aide, dit grand-mère, mais vous pouvez retourner chez vous maintenant. Oh non, rétorqua madame Spring. Le médecin m'a dit que vous deviez vous reposer encore quelques jours. Le médecin fut plus sévère. Il annonça une nouvelle qui fut une véritable bombe. Il ne faut pas compter sur le voyage en Norvège cet été. C'est trop loin et c'est trop risqué. Sornette, s'écria grand-mère, je l'ai promis à mon petit-fils. Je vais vous donner un conseil, reprit le médecin. Allez plutôt tous les deux dans un gentil hôtel sur la côte sud de l'Angleterre. L'air marin et le soleil vous feront du bien.
Oh non, fis-je déçue. Veux-tu que ta grand-mère meure demanda le médecin. Oh non. Alors il ne faut pas qu'elle fasse ce long voyage. Elle n'est pas assez forte. Et dis-lui d'arrêter de fumer ses affreux cigares. Finalement, grand-mère céda sur le voyage en Norvège, mais pas sur les cigares. On loua 2 chambres à l'hôtel Magnificente de Bournemouth, une célèbre station balnéaire au sud de l'Angleterre. Bournemouth est plein de vieilles personnes comme moi, dit grand-mère. L'air y est sain et tonique. Elles en espèrent des miracles. C'est vrai, demandai-je. Bien sûr que non, répondit-elle. Ce sont des balivernes, mais pour une fois il faut obéir au médecin. Bientôt, grand-mère et moi, nous prîmes le train pour Bournemouth et nous descendîmes à l'hôtel Magnificente. C'était un énorme bâtiment blanc situé juste en face de la mer. Un endroit bien ennuyeux pour passer des vacances, pensai-je. Ma chambre communiquait avec celle de grand-mère. Aussi nous nous rendions-nous visite sans passer par le couloir. Avant de partir, grand-mère m'avait offert, en guise de consolation, 2 petites souris blanches dans une cage. Bien sûr, je les avais emmenées en vacances avec moi. Drôlement rigolotes ces souris. Je les appelais William et Marie. Et à l'hôtel, je comptais bien leur apprendre des tours. Dès le premier jour, elles grimpaient déjà le long de la manche de ma veste jusqu'à mon cou, puis de mon cou jusqu'au sommet de mon crâne. Je réussis cet exploit en mettant des miettes de gâteau dans mes cheveux. Le lendemain de notre arrivée, la femme de chambre faisait mon lit lorsque le museau d'une souris pointa sous les couvertures. La femme de chambre poussa un tel hurlement qu'une 12aine de personnes accoururent pour voir qui avait été assassiné. L'incident fut rapporté au directeur. Grand-mère et moi nous fûmes convoqués dans son bureau. Le directeur, M. Stringer, avait les cheveux en brosse et portait un habit à queue. « Madame, les souris sont interdites dans cet hôtel, dit-il à grand-mère. « Comment osez-vous nous dire cela, alors que votre hôtel grouille de rats » s'écria grand-mère. « Des rats » s'exclama M. Stringer, devenu violet. « Il n'y a pas de rats dans cet hôtel, voyons. J'en ai vu un ce matin même, continua grand-mère. Il courait dans le couloir en direction des cuisines. Mais c'est faux, cria M. Stringer. Vous feriez mieux d'appeler au plus vite une entreprise de dératisation, poursuivit grand-mère. Sinon j'écrirai au ministre de la Santé. J'imagine que les rats défilent dans la cuisine, trottinent sur les étagères pour grignoter la nourriture et dansent dans les soupières. Mais jamais de la vie, protesta le directeur. Ce matin pourtant, le toast de mon petit déjeuner était grignoté sur les bords, continua grand-mère impitoyable. Et pire, il avait un sale goût de rat. Si vous ne faites pas attention, les fonctionnaires de la santé publique ordonneront la fermeture de votre hôtel avant que quelqu'un n'attrape la fièvre typhoïde. Vous ne parlez pas sérieusement, madame, dit le directeur. Ah, je n'ai jamais parlé aussi sérieusement de ma vie, affirma grand-mère. Allez-vous donc permettre à mon petit-fils de garder ces 2 petites souris blanches dans sa chambre, oui ou non? Le directeur comprit qu'il avait perdu la partie. Puis-je suggérer un compromis, dit-il. Je lui permets de garder ces 2 souris dans sa chambre à condition qu'elles restent dans leur cage. Qu'en pensez-vous? Je suis d'accord, approuva grand-mère. Elle se leva et nous quittâmes le bureau. Il n'y a pas moyen de dresser des souris qui sont enfermées dans une cage. Mais je n'osais pas leur ouvrir la porte parce que la femme de chambre m'espionnait sans arrêt. Elle avait une clé de la chambre et surgissait à l'improviste toutes les heures, essayant de surprendre les souris en liberté. Elle me déclara qu'à la première infraction, le portier noierait les souris dans un baquet. Il me fallait trouver un endroit pour continuer l'entraînement. Il devait sûrement y avoir une pièce vide dans ce gigantesque hôtel. Je mis les souris dans la poche de mon pantalon et je me promenai au rez-de-chaussée à la recherche d'une cachette. Et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Alors, comme d'habitude, je vous propose de me faire un dessin d'un passage que vous avez bien aimé du livre. Ça peut être le passage de la sorcière dans le jardin, ça peut être un dessin qui montre l'hôtel avec la mer, là où ils vont passer les vacances. Ça peut être aussi un dessin du garçon avec ses petites souris dans la cage. Voilà, donc j'espère que vous m'enverrez des photos parce que je les attends toujours, j'en ai toujours eu aucune, malheureusement. Voilà, bon, je vous souhaite une bonne lecture et je vous dis à bientôt.